Bonsoir à toutes et à tous, c'est les 20h et dans l'actualité ce soir. Sommaire. Deux mots pour parler de la résolution du Conseil de sécurité sur la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Succès diplomatique et pression diplomatique. Succès diplomatique pour la République démocratique du Congo, et bien le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle le Rwanda à retirer ses troupes sur le sol congolais et à cesser son appui au M23. Pression diplomatique pour les Rwandais qui de plus en plus en conflit avec le droit international. On y revient dans un instant dans ce journal. Et pendant que l'on enregistre des avancées diplomatiques, les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo se renforcent. La province de l'Omami, du moins les jeunes de cette province, adhèrent massivement au sein de l'armée. Le vice-premier ministre de la Défense est arrivé sur place. Les images à suivre également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. Les rapports de force s'inversent sur le terrain et certains partenaires se rendent en évidence. La République démocratique fait l'objet d'une agression de son voisin, le Rwanda. Les diplomates britanniques en poste à Kinshasa, David Lammy, appellent au respect de la souveraineté de la RDC et de l'intégrité territoriale de ces pays. Ce dernier a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Giscard Koussema et Tchichi Mbita suivaient. Conduite par le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, la délégation du Royaume-Uni est venue exprimer de vive voix au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout le soutien diplomatique que le pays apporte à la République démocratique du Congo en ce moment où sa souveraineté et son intégrité territoriale sont mises à mal par les Rwandais. Depuis l'invasion de Goma par les forces coalisées RDF M23, le Royaume-Uni est parmi les premiers pays qui ont clairement condamné cette occupation illégale et sa position est restée constante. Dans toutes ces prises de position publiques et dans différents échanges téléphoniques, la monarchie britannique continue de faire valoir le principe de l'intangibilité des frontières et ne cesse d'appeler au retrait pur et simple des troupes rwandaises du territoire congolais. Pendant près de 2 heures, le président de la République démocratique du Congo et les chefs de la diplomatie britannique ont passé en revue la situation sécuritaire et humanitaire dramatique dans les nord et sud Kivu. M. David Lammy a réitéré la position ferme de son pays et s'est dit prêt à appuyer sur tous les leviers diplomatiques en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour veiller à l'application effective des engagements pris par toutes les parties au dernier sommet de Dar es Salaam. En cas de non-respect, le Royaume-Uni n'exclut pas d'aller jusqu'aux sanctions contre les agresseurs. Devant les conseils de sécurité au G20 ou encore au sein du groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, le Royaume-Uni a choisi de rester aux côtés de la République démocratique du Congo et de son peuple. Pour lui, l'intégrité et la souveraineté de la RDC doivent être sauvegardées. Pour sa part, le président de la République a remercié son interlocuteur pour les plaidoyers en faveur du respect de la Charte des Nations Unies. Le président Tshisekedi a fait savoir que son pays, la RDC, a toujours privilégié la voie diplomatique pour une paix durable. C'est pourquoi il reste favorable à une résolution du conflit par le dialogue dans le seul cadre du processus de Luanda et de Nairobi mixé. Devant les drames humanitaires et en réponse à la sollicitation du président de la République, le Royaume-Uni a promis une aide substantielle aux populations meurtries et contraintes à l'errance par les forces d'occupation. J'en parlais tout à l'heure dans le titre. Une résolution adoptée à l'unanimité hier vendredi par le Conseil de sécurité des Nations Unies appelant les forces spéciales rwandaises à quitter le sol congolais et de cesser son soutien, tout soutien aux terroristes du M23. La même résolution encourage les initiatives de paix sous-régionale. Un succès diplomatique, nous dit Joseph Oscar Mbalkaïj. Suivez. Les taux se resserrent autour du Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo, avec cette énième victoire diplomatique de la RDC. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté vendredi 20 février 2024 la résolution 2773 qui exige le retrait sans délai des troupes rwandaises de la RDC, l'arrêt immédiat des hostilités et la reprise du dialogue dans le cadre du processus de Luanda
et de Nairobi. Cette semaine, nous avons décrété des sanctions contre James Kabarebe, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 AFC. Nous appuyons les processus pilotés par l'Union africaine, par l'Afrique, afin de régler la crise dans l'est de la RDC, car les acteurs africains ont tout intérêt à éviter un embrasement de la région des Grands Lacs. Toutefois, ces processus ne doivent pas empêcher une riposte robuste et rapide du Conseil de sécurité. Nous devons nous exprimer et agir. Par ces votes, le Rwanda se retrouve isolé diplomatiquement au regard de pays autrefois considérés comme amis, mais aujourd'hui ont voté pour cette résolution. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises. Les observateurs avisés voudraient voir plus de sanctions être prises contre le Rwanda et ses supplétifs du M23. Et cette attitude résiliente en cette période d'agression va du sommet à la base. Comme d'habitude, en fin de semaine plutôt, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la traditionnelle réunion de... La situation sécuritaire dans la partie Est était au centre. Le compte rendu avec les ministres de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'améliorer les conditions des militaires. Rappelant que notre nation traverse actuellement une crise sécuritaire sans précédent dans l'Est de la République, conséquence de l'agression inacceptable perpétrée par le Rwanda et ses alliés, notamment le groupe terroriste M23. Le président de la République a indiqué que cette situation menace non seulement notre souveraineté et notre intégrité territoriale, mais également l'essence même de notre identité nationale. Il a rendu hommage à nos vaillants soldats, placés en première ligne de la défense de notre patrie, qui se dévouent chaque jour au service de la sécurité et de la paix, risquant leur vie pour assurer notre sécurité. Il a martelé qu'il est de notre devoir de leur fournir les ressources nécessaires pour qu'ils puissent se concentrer pleinement sur leur mission. Le président de la République a demandé la mise en œuvre immédiate des mesures destinées à augmenter leur solde des primes de combat, en particulier pour ceux déployés en zones opérationnelles. Il est également impératif de veiller à la prise en charge de leurs familles et dépendants, en particulier pour ceux qui sont au front. Les enfants et les épouses de nos braves soldats méritent soutien et attention, car ils portent aussi le poids de cette guerre. D'où la nécessité de mettre en place des mesures concrètes pour alléger leur fardeau et assurer leur bien-être. La Première ministre a été engagée à ouvrir une réflexion profonde au niveau du gouvernement pour procéder à l'augmentation imminente de la solde et de la prime de militaires en réservant un cachet spécial à ceux qui sont au front et dans les zones opérationnelles. Le président de la République a insisté sur l'obligation de veiller à ce que tout droit et dû dégager en leur faveur parvienne en temps utile à chaque destinataire directement ou à ses ayants droit. Dans les mêmes ordres, le gouvernement devra trouver des voies et moyens pour générer un statut particulier au profit des épouses et enfants militaires, notamment en ce qui concerne la prise en charge de soins médicaux, les frais de scolarité et autres besoins vitaux. Un rapport est attendu à ces propos dans 7 jours. Rejoindre les rangs de l'armée, un devoir patriotique pour la majeure partie des jeunes du pays, et ils sont comme ça des milliers à répondre sous les drapeaux. Dans la province de Lomami par exemple, un nombre important a rejoint les forces armées de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwandiavita, était sur place. C'est un commentaire signé Sandra Nyangui. Suivez.
L'esplanade du gouvernorat de la province de Lomami a été pris d'assaut par la population venue en masse écouter le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Son message a gravité autour de l'importance de ravitalisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Guy Kabombo Modianvita a appelé les jeunes de ce coin de la République au réveil patriotique pour défendre l'intégrité territoriale du parti. Ce n'est pas une guerre contre le président de la République et le Rwanda, mais c'est une guerre qui concerne tout le peuple congolais. C'est pour cela que je suis venu avec un message pour adresser à tout le peuple de l'Omami, le vieux, surtout le jeune, ceux qui sont âgés de 18 ans jusqu'à 30 ans. Réveillez-vous pour le pays. Donnant une grande estime au pouvoir ancestral, Guy Kabombo Modianvita s'est d'abord entretenu avec les caucus de chefs coutumiers de la province de Lomami sur la situation de crise sécuritaire que traverse le pays en sollicitant leur accompagnement pour bannir le tribalisme et sensibiliser la jeunesse lomamienne à adhérer en grand nombre au sein de l'armée. Juste après, le VPM de la Défense nationale a présidé le Conseil provincial de sécurité au cours duquel le gouverneur de province, Iron Van Kalombo, a brossé la situation sécuritaire qui demeure généralement calme dans cette partie de la République. Après Kabinda, sans répit, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a foulé le sol de Ngandajika où une très forte mobilisation de la population l'attendait en plein parking dans le cadre de sensibilisation de la jeunesse congolaise à adhérer à l'armée. Le gouvernement congolais, à travers cette mission de recrutement des jeunes dans l'armée, entend mettre un terme à la crise sécuritaire qui secoue la partie est du pays. Et cette information qui vient de nous parvenir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu ce week-end, ce soir même, avec la classe politique réunie au sein de l'Union sacrée de la nation, la haute autorité politique de cette méga plateforme politique. Le chef de l'État donc a expliqué ce choix politique par rapport à cette période où le pays connaît la guerre d'agression, mais aussi a échangé sur un certain nombre de points et a annoncé quelques décisions importantes. Nous allons y revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Les églises de réveil appellent à une synergie dans les efforts pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Les représentants de ces confessions religieuses en ont fait part au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, redépendant pour le compte rendu. L'Église est une et indivisible, d'autant plus qu'elle appartient à un seul chef, le Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire du Dieu le Père. Précision apportée ce mercredi par Ejiba Mampia, archevêque, président et représentant légal de l'RC lors d'un échange avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ejiba Mampia Évariste estime nécessaire de fédérer les efforts entre tous les religieux et tous les citoyens congolais pour une solution durable à la crise sécuritaire. Il a appelé les acteurs politiques congolais de toute tendance politique à l'unité. Nous sommes ensemble et donc nous n'avons pas un agenda parce qu'il n'y a pas de problème. Et ici, nous profitons pour dire aux Congolais et Congolaises que notre pays fait face à un moment difficile, donc la guerre à l'Est, et il est important que nous puissions faire de manière à cultiver l'unité. La culture de l'unité, c'est aussi ça, le patriotisme. Et c'est aussi ça, le vivre ensemble. Et donc, le message que nous avons, c'est de dire, soyons en paix, c'est de dire, prions ensemble, c'est de dire, croyons au Congo uni, un Congo fort. C'est pratiquement toutes les couches sociales qui apportent leur contribution pour faire face à l'agression rwandaise. Vérum Béjérage, dans l'industrie brassicole, apporte sa contribution aux forces armées de la République démocratique du Congo. Emendaya et Bijou et Kamba.
Des dons en nature au profit des FARDC, l'élan patriotique n'affaiblit pas, bien au contraire, prend une flèche ascendante. Varun Beverage RDC, géant dans l'industrie brassicole, apporte ce produit de qualité pour approvisionner nos voyants militaires au front face à l'ennemi rwandais. Le directeur de Varun Beverage RDC, M. Albert Mbala, donne le sens de cet acte patriotique. La raison pour laquelle on est là aujourd'hui chez les militaires, c'est pour répondre à l'appel du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, du 31 janvier, où il a demandé à tous les citoyens, à toutes les compagnies privées publiques de contribuer à l'effort de guerre. Pepsi RDC, en compagnie citoyenne, ne pouvait pas rester sourd à l'appel du chef de l'État. C'est pour ça que nous sommes venus apporter notre contribution à nos vaillants soldats qui se battent à l'Est pour la liberté de notre pays. L'appel a été lancé aux autres industriels de faire de même pour cimenter l'unité nationale pendant cette période cruciale de l'histoire de la République démocratique du Congo. J'encourage toutes les compagnies, toutes les sociétés, tous les privés, tous les citoyens congolais, quelle que soit votre contribution, c'est notre pays, c'est notre liberté, c'est notre avenir. Contribuer à l'effort de guerre. Soutenons notre chef de l'État, soutenons nos forces armées, nos frères Ouazalendo qui se battent, qui sacrifient leur vie, qui ont laissé leur famille pour protéger notre pays. On en est à un premier geste et non les derniers. Varun Beverage RDC et sa prestigieuse produit Pepsi comptent poser d'autres actions pour participer à l'effort commun. Des dons en nature, mais aussi la prière pour fortifier plutôt les âmes. À Lubumbashi, par exemple, dans le Haut-Katanga, un culte pour le retour de la paix a été organisé à l'initiative de l'Assemblée provinciale. On en parle dans ses commentaires. Placé sous les thèmes « Il n'y a que Dieu qui peut le faire », les cultes d'action de grâce et des prières organisés par l'Église du Christ au Congo ECC en sigle pour le retour de la paix en RDC s'est tenu ce samedi 22 février 2025 à Lubumbashi, au sein de la paroisse Jérusalem de la 29e communauté méthodiste. L'événement a rassemblé plusieurs personnalités de premier plan, notamment l'honorable Kabo Momba Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ainsi que Basile Mouleba, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Étaient également présents des honorables députés, des ministres provinciaux, des bourgmestres et conseillers communaux, ainsi que des cadres de l'UDPS et alliés, témoignant ainsi de l'engagement collectif en faveur de la paix et de la stabilité nationale. S'appuyant sur le passage des nombres 17, du 1er au 13e verset, Monseigneur Kapian Toumba a exhorté les fidèles à reconnaître et à respecter l'autorité établie, rappelant que toute autorité vient de Dieu. Profitant de cette occasion, le président provincial de l'ECC a présenté l'honorable Kabo Momba Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, et a invité l'Assemblée à prier pour ses fervents chrétiens afin qu'ils puissent mener à bien ses missions à la tête de la première institution politique en province. Dans la même dynamique, l'honorable Kabo Momba Michel a pris la parole pour exprimer son besoin de soutien spirituel. Nous avons besoin de vous, parce que même dans la Bible, à l'époque, et tous les rois qui ont été en Israël, sans regarder les politiques qui avaient des problèmes, il est c'est vous les problèmes. Dans un élan de communion et de solidarité, une série de prières a été consacrée aux autorités nationales, notamment au président de la République, aux forces armées et aux résistants Ouazalendo, avec l'espoir d'un retour rapide de la paix dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. C'est dans une atmosphère empreinte de ferveur et d'espérance que ce culte d'action de grâce et de prière s'est clôturé, laissant place à un engagement renouvelé en faveur de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo. Et dans la même logique, la fondation Issa Hayatou apporte son soutien à la République démocratique du Congo. Cette structure qui œuvre dans la promotion de la jeunesse à travers les sports a tenu un point de presse ici à Kinshasa. Suivez. L'urgence s'impose et face aux atrocités commises sur la population congolaise de l'Est de la RDC, la Fondation internationale Issa Hayatou pour le développement et la promotion du football en Afrique condamne fermement les monstruosités perpétrées par le Rwanda à travers ses marionnettes du M23 dans l'Est de la RDC. Devant la presse, Hanoï Nimba Castro, président de cette fondation, exige des sanctions réelles contre les agresseurs du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il considère comme modèle dans la promotion de la paix, du sport et de la jeunesse africaine.
son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi, pour nous, Fondation Issa Hayatou, avait été célébré pour ses multiples actions de paix sur le continent. Donc, c'est un digne fils du continent africain qui est fondamentalement épris de paix. Alors nous n'avons pas supporté qu'il soit agressé de la sorte, que son pays soit agressé de la sorte. Il était important pour nous de donner de la voix, condamner fermement le Rwanda, cet État voyou encore que je précise, et les terroristes du M23. Nous ne pouvons pas travailler pour la paix en Afrique par le sport et puis aider au développement du football des jeunes et puis regarder une telle situation sans réagir. Des démarches ont été menées en amont pour exiger le retrait pur et simple du Rwanda de toutes les compétitions internationales. Ajouter à cela la résiliation du contrat avec des équipes européennes qui sont en parrainage avec le Rwanda. C'est pourquoi ce matin nous avons interpellé et demandé à la CPI d'intervenir, de s'autosaisir de la situation à l'est du Congo et de lancer un mandat d'arrêt contre le cerveau de cette grave situation que vit la RDC, que vit toute l'Afrique même, et qui n'est autre que Paul Kagame et son bras séculier, ces terroristes-là qu'on appelle Nanga, qu'on dit qui est congolais, mais je doute fort de sa congolicité. Parce qu'on ne peut pas être congolais et puis tuer ses propres frères, ses propres sœurs. Nous avons donc invité la FIFA à suspendre le Rwanda de tout ce qui est football. La Fondation internationale Issa Hayatou, du nom de l'ancien président de la CAF, Confédération africaine de football, se définit comme une organisation sans but lucratif visant à aider les jeunes en Afrique à s'épanouir par la pratique du football en leur apportant le soutien matériel dont ils ont besoin. C'est de plus en plus clair après des sanctions infligées aux hauts responsables de la politique rwandaise impliqués dans les massacres dans la partie est du pays. Les États-Unis d'Amérique soutiennent la RDC. La diplomate de ces pays en poste à Kinshasa l'a exprimé auprès du deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati. Sandra Nyangi nous parle également des autres activités déployées par le deuxième vice-président de la Chambre haute. Suivez. Au centre de cet échange, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. La diplomate américaine a condamné l'agression dont est victime la RDC dans la part du Rwanda sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. Lucie Tamlin a exprimé le soutien et la solidarité de son pays au peuple congolais. L'audience accordée à la diplomate américaine par Modeste Bahati Lukwebo vient ainsi couper court aux folles rumeurs distillées par certains ennemis de la paix faisant état de la fuite hors du pays de ce grand leader du Kivu et président national de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Modeste Bahati Lukwebo demeure donc fidèle au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peu avant, soit le jeudi 20 février 2025, Modeste Bahati a reçu à sa résidence de la Gombe la visite surprise de députés nationaux de son regroupement politique AFDCA présent à Kinshasa. Cette délégation, conduite par Vital Mouini, président du groupe parlementaire AFDCA à la chambre basse du Parlement congolais, est venu exprimer son soutien total et ses encouragements à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, initiateur et président national de leur méga regroupement politique, face au désastre causé par la guerre d'agression qui sévit à l'est du pays. À Calais comme à Goma, les membres de sa famille tués, ses biens saccagés, ses maisons et hôtels occupés des forces, les véhicules emportés ennemis de la paix. Les élus de l'FDCA ont en outre exprimé leur solidarité à la population de l'Est avant de réitérer leur soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et leur appartenance à l'union sacrée de la nation. Et cette réunion préparatoire entre le conseil d'administration du Fonds national de cohérence pour la stabilisation, les programmes de désarmement, de mobilisation et relèvement communautaire ainsi que le il a été question d'évoquer les sujets liés à ces programmes, à sa mise en œuvre, nous dit Peggy Mukunda dans ses reportages. Ils se sont fixés rendez-vous au siège de la MONUSCO à Kinshasa pour la réunion préparatoire du conseil d'administration national du
de cohérence pour la stabilisation entre les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et les bailleurs. Ce sont l'équipe dirigeante de PDDRCS de la coordination nationale et les représentants de quelques pays contributeurs de ces fonds, à savoir la Norvège, la Suède et l'Allemagne. On prépare également en visioconférence la représentante de l'OIM en RDC et le coordonnateur principal de la section d'EDER de la MONUSCO, une rencontre riche en échange sur plusieurs sujets pour la mise en œuvre du programme, l'allocation des budgets programmatiques, l'accompagnement du programme dans la mise en œuvre de différents axes stratégiques devrait être la priorité de ces fonds afin d'avoir des résultats rapides et concrets à présenter au comité de pilotage. En cette période où la RDC fait face à des problèmes sécuritaires, ces fonds de cohérence contribueront à accompagner le PDDRCS en tenant compte de sa stratégie nationale et de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de la restauration de la paix, la sécurité et la stabilisation dans l'Est du pays, a martelé le patron du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita. Ces derniers étaient accompagnés de ces deux adjoints du programme. La ville de Kinshasa, 15 millions d'habitants avec une démographie galopante, nécessite une extension. Le projet prend de plus en plus forme et des partenaires se prononcent à l'image de l'entreprise VRS, nous dit Chimène Dondo. Le directeur général de la société VRC SRL, Moïse Bigaré Mwagalo, a détaillé le rôle de son entreprise dans l'exécution du projet d'extension de la ville de Kinshasa après la signature d'un protocole d'accord avec la coordination du comité stratégique de supervision. Notre entreprise va jeter la première base de la construction de cette nouvelle ville qui sera construite vers Maluku. Nous allons commencer par installer tout ce qui est nécessaire pour la réussite de ce projet, entre autres l'installation d'un concasseur pour la production de gravier. Nous allons également installer un laboratoire de géotechnique et d'analyse, installer des centrales à enrobé, des centrales à béton, directement procéder à la construction de maisons témoins. Cette signature s'est tenue dans le cadre d'une double cérémonie. La société MJ Center a également conclu une convention de collaboration avec la coordination du projet portant sur le développement d'une ligne de transport fluvial interurbain. José Molé Mondonga, directeur général de MJ Center, explique les enjeux. La signature de la convention avec le comité de pilotage les stations de la ville de Kinshasa. C'est un contrat que nous avons signé parce que nous voulions, avec le comité stratégique, rassembler nos ressources, essayer de mettre en place les deux ressources qui est le leur avec le gouvernement provincial et nous avec notre projet qui se développe souvent dans tout ce qui est projet naval. À l'issue de la signature des accords, le coordonnateur du projet extension de la ville de Kinshasa, l'ingénieur Thierry Katembouembala, a tenu à rassurer les partenaires nationaux et internationaux quant à la bonne exécution du projet malgré un contexte sécuritaire marquant la guerre d'agression. Au cœur de cette transformation, 8 parcs industriels seront aménagés regroupant à 1010 usines pensées pour répondre aux besoins stratégiques de l'économie congolaise. Une centrale hydroélectrique sur la rivière Louloua dans le Kasaï central. Voici un autre projet qui prend de plus en plus corps. C'est le gouverneur de province qui a lancé les travaux pilotés par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Ramazani Moulanda et Yvette Mapuntima. C'est dans une ambiance électrique que les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo ont été lancés. Cet outil de production de l'énergie électrique sera érigé sur la rivière Louloua, localité de Chibamboula, groupement de Chidimba, dans la province du Kasaï central. Des travaux lancés par le gouverneur Moïse Kamboulou, qui est revenu sur l'importance de cette centrale dans le développement de cette entité administrative. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous avait instruit de suivre de plus près
ces travaux et de veiller à ce que Anser respecte les engagements qu'il avait pris. Mbombo est sans doute une réponse du vaste projet du chef de l'État, piloté par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain Anser pour réduire les déficits en énergie électrique. Le projet de la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo sur la rivière Louloua prend effectivement corps, car il nous a fallu 65 années après notre indépendance pour qu'un tel projet structurant voie le jour dans notre terroir. À l'origine de ce déclic historique, la volonté politique forte illustrée par l'engagement sans faille de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de son récent passage chez nous, les deux grandes promesses qu'il nous a faites à ces propos se sont concrétisées. Une fois achevée, la centrale hydroélectrique de Mbombo sera le socle d'une nouvelle dynamique économique à l'échelle provinciale. L'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, renforce le projet pépinière café-cacao en province. La directrice générale de l'ONAPAC est arrivée à Boma dans le Congo central. Images et commentaires. À son arrivée à Boma, jeudi 20 février 2025, Madame le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, Mimi Monganumbi, a été accueillie par les staffs dirigeants de l'ONAPAC Boma. Juste après, elle a été reçue en audience par Madame le maire adjoint de Boma, Maître Claudel Pembakadi, avec qui elle a échangé sur les projets de pépinière, café-cacao mis en place par l'ONAPAC. Ensuite, elle s'est rendue au siège de l'ONAPAC Boma, où elle s'est longuement et minutieusement entretenue avec le personnel de l'ONAPAC Boma, qui lui a promis son accompagnement et son soutien indéfectible pour sa bonne gouvernance. Au finish, Mimi Monganumbi est allée en materne dans la soirée où elle a visité les pépinières café-cacao si c'est évoqué. Dans les soucis d'augmenter la production du café et du cacao, l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en cycle, en partenariat avec l'ONG VVF, a mis en place des pépinières de café-cacao pour 15 000 plantules de café, 15 000 plantules de cacao qui seront livrées incessamment en vue de la distribution aux planteurs. C'est un projet pilote que nous venons de commencer. Vous avez vu comment les plantes se comportent bien et nous espérons que nécessairement les agriculteurs seront satisfaits par cette distribution à travers VVF. De ce qui précède, tout porte à croire que la vision managériale de Mimi Monganumbi va à coup sûr redorer l'image éternie de l'ONAPAC, jadis ONC. Et enfin, cette information, Jean-Marc Kabound, libre de ses mouvements et en dehors de sa cellule de la prison de Makala. C'était hier et l'image a fait le tour de la toile. Marie-France Zaina nous en parle dans ses commentaires. Suivez. Drapeau de la République démocratique du Congo en main, symbolisant l'amour de sa patrie, Jean-Marc Kabound à Kabound, après avoir passé 3 ans sous les verrous à la suite d'une condamnation de 7 ans de prison, initialement décidée par la justice, il est désormais libre par grâce présidentielle. Le président national de l'Alliance pour les changements a quitté sa cellule pénitentiaire de la prison centrale de Makala le vendredi 21 février 2025 autour de 21h, direction la Cour de cassation pour quelques formalités d'usage. Bien après, le cortège de Jean-Marc Kabound à Kabound a pris la direction de sa résidence au quartier Kingabwa dans la commune de Limete, où une foule en liesse a envahi sa résidence. Le retour de ces leaders politiques marque non seulement la fin de cette épreuve personnelle, mais aussi un espoir renouvelé pour tous les Congolais. C'est la fin de 20 heures de ce week-end, réalisé par Chimendondo et Papingi Namao, coordonné par Jacques Kabwaba, sous la supervision éditoriale de Joseph Oscar Mbal Kaïj, à la rédaction Yvette Makuntima. La partie technique a été assurée par Ernest Bolikoko, Sylvain Kalonjipanou et Alain Galia. On se retrouve très prochainement et à 23h, Serge Merlin Mata revient et on se dit au revoir. Bonne suite de programme sur nos antennes et bonsoir chez vous.